Alors, je suis Piero San Giorgio, je suis un écrivain suisse d'origine italienne. Et avant d'être écrivain, j'ai travaillé pendant plus de 20 ans dans les logiciels, dans le high-tech, surtout pour des sociétés américaines. J'ai aussi eu mes sociétés à moi et que j'ai vendues. Et depuis 2005, je me prépare à ce que je crois être l'effondrement économique de l'Occident, donc des États-Unis, d'Amérique du Nord et de l'Europe. Et j'ai écrit à partir de 2011 une série de livres qui ont été des best-sellers, qui sont traduits dans une quinzaine de langues à travers le monde et qui expliquent notamment le premier, Survivre à l'effondrement économique, pourquoi à partir de 2020, le système économique occidental, avec sa politique, avec son impérialisme, va s'effondrer, va complètement s'écrouler. Et je crois avoir vu juste, puisque déjà à partir de 2020, on a vu une chute phénoménale et très importante de l'économie occidentale, et ça continue, et c'est en train d'aller de plus en plus vite. Et surtout dans mes livres, j'explique comment l'individu, les familles, les gens qui se préparent comment ils peuvent essayer de limiter les dégâts pour eux et leur famille. Mm-hmm. Ben justement, vous êtes vraiment connu par votre livre qui s'appelle Survivre à l'effondrement économique, qui est publié en 2011. Et aujourd'hui, presque tout ce que vous avez annoncé dans le livre sont en train d'arriver en fait. Par exemple, pénurie, manque d'eau, dérèglement climatique, dette colossale et aussi crise alimentaire. Donc, est-ce que selon vous, aujourd'hui, nous sommes déjà dans le début de cet effondrement? Oui, parce que j'avais effectivement considéré qu'il y a des tendances lourdes économiques, mais aussi physiques, la grande augmentation de la population. Aujourd'hui, pour notre téléspectateur, est-ce que vous pouvez donner justement certains conseils? Et moi, ce que je peux conseiller aux gens, c'est tout d'abord de se rendre compte si l'environnement dans lequel ils vivent est dangereux en cas de rupture des cycles, des systèmes d'approvisionnement. Est-ce que si tout d'un coup l'État n'arrive plus à protéger les gens et que les transporteurs n'amènent plus de la nourriture ou l'eau dans le robinet arrête de couler, est-ce qu'ils ont de quoi faire face? Est-ce qu'ils ont des filtres à eau, par exemple? Est-ce qu'ils ont des réserves d'eau? Est-ce qu'ils ont des réserves de nourriture? Est-ce qu'ils ont de quoi tenir en cas de coupure d'électricité ou coupure de chauffage l'hiver? Et si la réponse est non, eh bien, qu'ils réfléchissent. Alors, ils peuvent obtenir déjà beaucoup de réponses en lisant mes livres, mais ils peuvent réfléchir à est-ce que d'abord cet endroit est l'endroit où il faut vivre? Alors parfois on a des contraintes professionnelles, mais parfois en réalité on a le choix de changer. Et dans tous les cas, est-ce qu'on a de quoi tenir le coup? Est-ce qu'on a des réserves d'eau, de nourriture, de chauffage, d'électricité? Aujourd'hui, on a la technologie incroyable. On n'a plus besoin d'avoir des lampes à pétrole forcément. On a des technologies LED avec des batteries qui nous permettent d'avoir de quoi tenir plusieurs jours s'il n'y a pas d'électricité. On a des chauffages d'appoint à gaz ou à bois qu'on peut mettre en place. Alors encore une fois, c'est beaucoup plus facile à la campagne qu'en ville. Un étudiant dans un petit appartement en centre-ville de Paris, c'est évident que pour lui, ça sera très difficile, surtout s'il n'a pas les moyens. Donc en fait, selon vous, presque les gens dans les grandes villes n'ont aucune chance de survivre en fait. Non, pas aucune, parce qu'il y a toujours moyen, mais ce sera beaucoup plus difficile. D'ailleurs, mon deuxième livre, que j'ai coécrit avec un survivaliste américain, qui s'appelle Rhubarba, Survivre en ville, essaye de donner des pistes sur comment est-ce qu'on peut faire en ville. Mais on le dit dès le départ, c'est beaucoup plus difficile d'être en ville que d'être à la campagne. La ville, c'est en temps normal un lieu où il y a beaucoup d'abondance, mais dès que cette normalité s'en va, dès que ça devient difficile, la ville, on la voit pendant les guerres, c'est là où il y a beaucoup de gens qui meurent de faim. Alors on va me dire dans les campagnes aussi, mais c'est souvent pour des raisons militaires, c'est souvent pour des confiscations. Et c'est bien pour ça qu'on dit aux gens de s'organiser pour se défendre. Si tout d'un coup, je sais pas, l'État décide de venir confisquer la nourriture dans les campagnes pour nourrir les villes, il faut pas se laisser faire, par exemple. Vous pouvez lister justement quelques éléments, c'est-à-dire vraiment fondamentaux et basiques pour les gens, tout le monde, quel que soit en ville ou dans la campagne, on peut préparer ça. Alors par exemple, moi j'ai structuré, parce que je suis quelqu'un qui est assez structuré mentalement, donc j'ai structuré en 7 catégories les types de préparation qu'il faut prévoir. Donc l'eau, nourriture, hygiène, santé, énergie, connaissance, défense et lien social. Donc ça fait 7 éléments. Et dans chacun de ces éléments, eh bien, on peut commencer petit. Par exemple, pour l'eau, la chose la plus simple, c'est d'avoir plusieurs packs d'eau. Pour commencer petit dans la nourriture, c'est quelques boîtes de conserve, des pâtes, du riz en plus qu'on met dans une armoire. Pour l'énergie, ça peut être une petite chaufferette à gaz
avec du gaz pour 2-3 semaines, par exemple. Pour l'hiver, avoir un pull supplémentaire et des couvertures en laine. Parce que le chauffage à 25 degrés dans les appartements, c'est pas dit que ce sera toujours possible. Par exemple, pour les connaissances, est-ce que vous avez des compétences dans autre chose que votre métier du tertiaire? C'est bien d'être comptable, c'est bien de savoir faire des tableurs Excel, mais est-ce que vous avez des compétences pour, de la mécanique, réparer un vélo, parce que vous allez peut-être avoir besoin de votre vélo lorsque votre voiture marche pas, par exemple. Est-ce que dans la défense, est-ce que vous savez comprendre une situation où vous êtes en danger? Est-ce que vous savez évaluer le type de danger qui peut vous arriver dessus? Et est-ce que vous savez y répondre par le fait de vous cacher, par le fait de fuir, ou éventuellement de combattre? Est-ce que vous savez faire tout ça? Avant de s'acheter un fusil, est-ce que vous êtes est-ce que vous êtes capable de comprendre une situation où vous êtes en danger? C'est pas toujours le cas aujourd'hui. Et puis, par exemple, pour le lien social, on peut commencer tout simplement à renouer le lien avec sa famille, les membres de sa famille ou ses voisins, pour leur dire, voilà, vous avez vu ce qui se passe dans tel ou tel endroit du monde, et si ça arrivait ici, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on s'entraide? Est-ce qu'on s'entraide pas? Alors, rien ne sert de commencer en parlant de fin du monde, parce qu'il ne s'agit pas du tout de ça, mais on peut commencer par exemple, en allant proposer peut-être on peut cuisiner quelque chose pour son voisin, l'inviter une fois prendre un café, et tisser ce lien et comprendre, ah oui, tel voisin c'est un médecin, tel voisin est, ingénieur, ou l'autre est mécanicien. Ah, je savais pas. Parce que les compétences, elles vont être utiles en cas de problème où il faudra s'entraider, forcément.